La barre est très haute. Et je risque de passer en dessous. Bon, alors, merci pour ces très bons mots. Merci pour l'invitation. Et oui, bon, on va parler un peu mythes et légendes, mais j'ai triché un peu. J'ai débordé un peu à gauche et à droite. Parce que, bon, vous allez remarquer qu'il y a un thème récurrent. Le soleil se fait manger par quelque chose. Un ours, un chien, un dragon. Je veux dire, c'est la même histoire, n'est-ce pas, dans différentes cultures où le soleil se fait dévorer, puis ça peut devenir redondant. Donc, j'ai décidé d'élargir un peu, puis de mettre ça dans un contexte beaucoup plus large. Bon, je regarde la foule ici. Nous avons tous la même couleur de cheveux, à quelques exceptions près, c'est-à-dire blond pâle, n'est-ce pas? Et donc, nous avons tous eu une première expérience avec les éclipses de Tintin et le Temple du Soleil, dans lequel nos héros vont avoir la vie sauve grâce à la débrouillardise et à l'astuce de Tintin, qui, soit dit en passant, est d'un ennui mortel. Honnêtement, là, dans Tintin, il est plate, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est Tournesol, les Dupont, c'est Haddock, n'est-ce pas? C'est comme dans Astérix. Astérix, c'est un ennui mortel. C'est Obélix qui est intéressant, n'est-ce pas? C'est lui qui amène l'humour. Donc voilà, aventure de Tintin et le Temple du Soleil, dans lequel ils ont été capturés par des descendants des Incas. Comme ils connaissent l'endroit où se trouve la ville des Incas, ils doivent être condamnés à mort parce que sinon, bien, ils vont révéler où est la ville, puis là, bien, ça va être envahi de touristes, n'est-ce pas? Tintin trouve des coupures de journal qui annoncent une éclipse à venir. Le grand Inca a été magnanime dans sa condamnation. Il a dit vous pouvez choisir la date de votre exécution par le dieu Soleil. Donc, Tintin utilise le fait qu'il sait qu'il va y avoir une éclipse pour invoquer les dieux, demander une éclipse, et puis bien, c'est la panique chez les Incas, évidemment, qui, dans la culture Inca, le soleil était dévoré par un puma, une créature féroce. Chez les Mayas, c'était un jaguar, mais on s'entend que c'est pas mal la même histoire. Et donc, bon, il y a une éclipse, tout se passe bien, Tintin fait une petite prière une fois que le grand Inca a accepté là, de libérer nos amis. Donc, Tintin fait une petite prière, tout est bien qui finit bien, puis ils peuvent repartir, n'est-ce pas? Bon, ça fait sourire et c'est notre première expérience avec les éclipses, probablement. Là, on avait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans à peu près à l'époque où on a lu cette histoire, et on sait que les éclipses de soleil existent. Hergé n'a pas inventé l'histoire. C'est une vraie histoire tirée d'un fait historique qui s'est déroulé quelques siècles auparavant. Ça n'impliquait pas une éclipse de soleil, mais une éclipse de lune, et c'est ce qui a permis à Christophe Colomb d'avoir la vie sauve lors de son dernier voyage en Amérique. Christophe Colomb a fait 4 voyages en Amérique, et en 1503, lors de son dernier voyage, en débarquant probablement en Jamaïque, c'est pas très clair là-dessus, il s'est retrouvé naufragé avec son équipage. Les bateaux étaient infestés de vermines et de petits vers qui ont rongé le bois et ils ne pouvaient plus retraverser l'Atlantique. Ils ont donc été hébergés par les indigènes locaux, les Arawaks. Et au début, ça allait assez bien, n'est-ce pas? On échange un petit bout de miroir contre de la nourriture, un autre petit bout de miroir contre une hutte. Vous voyez un peu le genre de choses. Après un certain temps, quelques semaines, quelques mois, évidemment, les Indiens avaient tous les petits bouts de miroir qu'ils pouvaient espérer, puis les marins commençaient à être un petit peu impatients. Et donc, là, il y a eu quelques moments de tension. Et aujourd'hui, avant, on dirait qu'ils ont eu des problèmes. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ont eu des défis à relever, n'est-ce pas? Mais donc, Christophe Colomb, qui était amiral à l'époque, avait en sa possession les éphémérides pour pouvoir naviguer, traverser l'Atlantique. Et on annonçait une éclipse totale de lune pour le 29 février 1504. Et donc, il a menacé les Arawaks que son Dieu, le Dieu des chrétiens, allait faire disparaître la lune dans les flammes de l'enfer. Et évidemment, bon,
le grand chef Arawak, oui, 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 Christophe, bonne histoire, mais au coucher du soleil, la lune se lève, puis effectivement, elle commence à disparaître. C'est la pleine lune, puis elle devient rouge, puis elle disparaît du ciel. C'est la panique parmi la tribu des Arawaks. Et puis, bien, on supplie Christophe Colomb de ramener la lune, n'est-ce pas, qui est l'astre de la nuit. Et puis, évidemment, Christophe Colomb sait combien de temps dure une éclipse. Donc, alors, il propose au grand chef qu'en échange de leur hospitalité, il va se retirer dans sa hutte et implorer son Dieu de ramener la lune. Puis donc, il calcule son affaire pour sortir juste au moment où l'éclipse va se terminer, puis il déclare que mon Dieu a acquiescé à redonner la lune en échange de l'hospitalité. Puis bien, ils ont eu la vie sauve, et Christophe Colomb a pu retourner en Europe, mourir évidemment, éventuellement, là, mais donc il a eu la vie sauve, et Hergé s'est inspiré, c'est la même histoire, Hergé s'est inspiré de cette histoire. Donc voilà. Donc, mettons ça en perspective. On observe le ciel depuis la nuit des temps. C'est vrai, c'est une image assez classique, mais c'est véritablement le cas. Nos ancêtres étaient familiers avec le ciel, ils étaient d'excellents observateurs du ciel, par nécessité, pour des raisons religieuses aussi, n'est-ce pas? Mais donc, c'était, contrairement à nous, nos ancêtres étaient d'excellents observateurs du ciel. Ils en avaient besoin. Et ça se reflète dans toutes les cultures. On trouve des illustrations. Vous avez ici, ça ne paraît pas très, très bien là, parce qu'il ne fait pas très noir, mais vous avez ici un ciel. Vous avez ici. Attends une seconde. Je vais le placer ici. Ah, ça fonctionne. J'ai vu ça hier. Il y avait quelqu'un qui chantait, puis il y avait le micro à côté ici. Ça marche. On a l'air fou, mais ça fonctionne. Donc, vous avez ici un ciel étoilé. C'est une simulation du ciel étoilé. Et nos ancêtres, évidemment, ont créé des dessins là-dedans, n'est-ce pas? Ils ont projeté leurs légendes, leurs mythes. Alors, il y a des dieux, il y a des déesses, il y a des monstres, il y a des héros, n'est-ce pas? Alors, vous avez une illustration de quelques-unes des constellations. Toutes les civilisations ont fait ce genre de choses. Évidemment, nous, on a hérité du panthéon des Grecs. Les constellations dont on parle, Cassiopée, la Grande Ourse, le Taureau, les Gémeaux, ça nous vient des Grecs là-dedans. Et ces constellations racontent des histoires, n'est-ce pas? Elles sont liées dans leur position, dans le moment où on les observe au cours de l'année. Elles sont liées entre elles, elles racontent une histoire. Dans le cas de celle-ci, vous avez essentiellement la reine Cassiopée, le roi Céphée, qui doivent sacrifier leur fille, la princesse Andromède, au monstre marin. Et puis, bien évidemment, il y a le héros ici, Persée, qui vient tuer le monstre et puis libérer la princesse. Mais évidemment, ça provoque la colère de Persée, de Cassiopée et de Céphée. Et donc, Persée et Andromède vont s'envoler dans le ciel sur le dos du cheval ailé Pégase. Et puis, vivre des jours heureux. Alors, vous avez ici une histoire là, qui est là-dedans. Nos ancêtres se racontaient des histoires avec le ciel, n'est-ce pas? Ils se projetaient, ils racontaient leurs histoires. Il n'y avait évidemment pas de télévision ni téléroman, donc c'était le téléroman céleste ici. Et on voit ce genre de choses depuis la nuit des temps. On peut retrouver des fresques qui sont datées de 15 000, 20 000, 30 000 ans, dans lesquelles vous avez ici le cas classique là, d'un taureau, en fait, qui est peint sur le mur d'une caverne. Et puis, bon, ben, ça représente une scène de chasse, mais c'est aussi une représentation de la constellation du taureau, qui est une très, très, très vieille constellation dans l'histoire de l'humanité. Les Grecs n'ont pas dessiné un taureau dans le ciel. Ils ont hérité de ça de la préhistoire. Alors, donc, le taureau est une constellation extrêmement ancienne. Et la preuve de ceci, c'est ce petit groupe de points que vous pouvez voir juste au-dessus ici, qui ne sont pas là au hasard. Si on regarde dans le ciel la constellation, présentement, là, si on regarde dans le ciel la constellation du taureau, on peut facilement identifier la tête du taureau avec l'étoile Aldébaran, qui est une étoile rouge qui représente l'œil du taureau, n'est-ce pas? On voit assez bien là, les cornes et on voit ce petit groupe d'étoiles juste à côté de la constellation du taureau. Vous pouvez le voir ici. C'est ce petit groupe d'étoiles que l'on voit qui s'appelle les Pléiades. C'est tout à fait par hasard, là, mais les Pléiades. Et on le voit, c'est représenté. Et la raison pour laquelle on l'a mis là-dessus, c'est que dans
Dans ce monde où la chasse est importante, l'acuité visuelle est cruciale. Un bon chasseur doit avoir une acuité visuelle. Et le groupe des Pléiades, qui s'est constitué principalement de 7 étoiles brillantes, représentait un bon test de l'acuité. Si un jeune chasseur parvenait à voir les 7 étoiles, il avait de bons yeux, n'est-ce pas? Puis en vieillissant, évidemment, sans surprise, il le perdait, là. Mais donc, il pouvait voir. S'il pouvait voir les Pléiades, c'était encore quelqu'un qui pouvait aller à la chasse. C'était probablement quelqu'un qui allait viser juste. C'est l'ancêtre des cartes là, avec les lettres toutes mélangées là, chez l'optométriste. C'est l'ancêtre. C'est un test visuel. Mais donc, c'est représenté sur les murs parce que c'est crucial, n'est-ce pas? Dans une société où vous avez des chasseurs qui doivent nourrir la tribu, il faut être capable d'avoir les meilleurs éléments qui vont à la chasse. Donc, le ciel est important pour nos ancêtres ici. Le ciel est important parce que le cycle de l'agriculture est géré et gouverné par la lumière du soleil. Donc, observer le ciel a un rôle crucial. Ça sert à planifier, à partir du moment où les sociétés se sédentarisent, n'est-ce pas? Bien, il faut planter, semer, planter, récolter éventuellement, ensiler, engranger, conserver de la nourriture pendant les mois moins productifs. Et donc, l'observation du ciel, particulièrement l'observation du soleil, devient cruciale. Et le ciel, non seulement est un dépositaire de nos histoires, de nos mythes, c'est aussi notre horloge. N'est-ce pas? On mesure le temps initialement en regardant le ciel. Et le soleil, bien, c'est le premier marqueur, n'est-ce pas? Le premier instrument astronomique, ça a été ça, à part les yeux, c'était ça. C'est un bâton planté dans le sol, ça projette une ombre, n'est-ce pas? Puis au fur et à mesure que la journée s'écoule, bien, l'ombre se déplace. Alors, il suffit de mettre des petites pierres à des endroits particuliers, puis on a une horloge. Donc, le soleil est un marqueur naturel du temps. Et on a créé des cadrans solaires que l'on retrouve partout, dans toutes les cultures. On a utilisé le soleil pour mesurer l'écoulement du temps. Donc, des cadrans solaires qui se retrouvaient un peu partout dans les places publiques. Et on en voit encore aujourd'hui qui sont davantage des éléments de décoration. Mais l'utilité du soleil, des cadrans solaires, s'est fait sentir jusqu'à il y a 200, 300, 400 ans. On retrouve des cadrans solaires, particulièrement dans toutes les places publiques, particulièrement en Europe, mais aussi et surtout sur les murs des églises. Alors, vous avez ici un cadran solaire, vous pouvez bien le voir, le petit bâton, puis les heures, et il est sur le mur de l'église. Ici, ça, c'est une église en Angleterre. Alors, les églises étaient, ça a l'air un peu paradoxal, n'est-ce pas? Il y a toujours cette dichotomie entre le magistère de l'Église et le magistère de la science, puis on a toujours eu l'impression qu'ils étaient en opposition. Mais les églises étaient des instruments astronomiques. Il y avait une fonction astronomique aux églises, entre autres avec le cadran solaire qui était généralement sur la face sud de la plupart des églises. Alors, les villages, les petites villes avaient toujours la même structure, n'est-ce pas, une grande place publique avec l'église qui était au centre, puis la face sud, bon, on mettait un cadran solaire. Donc, les gens pouvaient connaître l'heure de la journée. Personne n'avait de montre, personne ne savait lire une montre, n'est-ce pas? Et donc, le cadran solaire était d'une grande utilité. Non seulement le mouvement du soleil dans le ciel, qui, évidemment, à cette époque, était considéré comme le soleil tourne autour de la Terre, n'est-ce pas? La Terre était au centre du cosmos. Bon, on sait maintenant que c'est la rotation de la Terre, mais non seulement le mouvement du Soleil était un marqueur de l'écoulement du temps, mais la position du Soleil dans le ciel était aussi un marqueur du temps. Vous avez ici une série de photographies du coucher de soleil tout au long de l'année. Et évidemment, on l'a tous vécu, mais donc, vous voyez ici la différence entre la position où le soleil se couche au début de l'année, puis au milieu de l'année, puis ensuite ça revient. Donc, on le sait, la durée de la journée varie en fonction de l'année, donc la durée d'éclairement, n'est-ce pas? Pas la durée de la journée, mais la durée de l'éclairement. Le soleil qui se lève plus tôt le matin, se couche plus tard le soir pendant la période estivale, puis ça va être le contraire pendant la période d'hiver. Bien, vous avez exactement la même chose ici, et vous le voyez avec la position du soleil le long de l'horizon, et donc on marquait comme ça des moments particuliers dans l'année. Alors, pour faire ça, bien, tout ce que ça vous prend, ce n'est pas un bâton, c'est 2 bâtons.
plantez 2 bâtons le long du sol, puis vous regardez où est-ce que le soleil se couche, puis vous notez la position, n'est-ce pas? Puis vous avez une idée à ce moment-là du moment, non seulement du moment de la journée, évidemment, là, ici, on est au coucher du soleil, mais du moment de l'année où vous vous trouvez. Et donc, vous pouvez déterminer quand est-ce que le printemps revient. Vous avez une certaine quantité de nourriture. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir semer? Quand est-ce qu'on va devoir récolter, puis envisager qu'on doit, justement, conserver de la nourriture? Et donc, nos ancêtres vont fabriquer des structures qui servent à mesurer le moment de l'année. Les alignements de pierre à Stonehenge sont un bel exemple. C'est un bel exemple de ce genre de choses. Alors, évidemment, ça a pris un certain temps avant qu'on détermine que c'est un instrument astronomique, mais donc il y a certaines pierres qui, alignées d'une certaine façon, font en sorte que le soleil se couche à l'équinoxe du printemps ou au solstice d'été. Le soleil se couche en telle et telle pierre quand on regarde de tel endroit. Donc, on avait une manière de connaître à quel moment dans l'année on se trouvait. Vous avez ici un exemple en Angleterre. Il y avait un équivalent en Amérique, dans l'Amérique précolombienne. Ça, ici, c'est la grande pyramide de Kukulkan à Chichen Itza, où c'est une immense pyramide, n'est-ce pas? Vous avez un grand escalier qui monte jusqu'à une chambre cérémoniale en haut. Là, il devait y avoir des sacrifices qui étaient faits à cet endroit-là. Et c'est une pyramide qui est en gradin, n'est-ce pas? Vous voyez un peu la construction, là. C'est un peu différent des grandes pyramides en Égypte. Et dans la culture maya, ils ont évidemment un panthéon dans le ciel, comme les Grecs, comme les Romains. Ils ont un panthéon dans le ciel. Dans la culture maya, un des dieux parmi les plus importants, c'est le serpent à plumes, qui est un mariage entre les créatures terrestres et les créatures du ciel, le serpent et les plumes, n'est-ce pas? Et dans la culture maya, on disait que le dieu serpent à plumes, ici, Quetzalcoatl, ici, descendait du ciel pour marquer le début du printemps, donc le temps de recommencer à semer. Et la pyramide est construite de telle sorte, ici, qu'au coucher de soleil, à l'équinoxe du printemps et à l'équinoxe d'été, l'ombre projetée par les gradins forme cette espèce de structure ondulée qui simule un serpent, n'est-ce pas? Et vous avez la tête du serpent en bas. Donc, le serpent à plumes descend du ciel parmi les hommes pour signaler le début du printemps et le début de l'automne. Le serpent à plumes était associé à la culture du maïs, qui était un élément important dans leur civilisation. Alors, ça témoigne, n'est-ce pas? On parle ici d'une pyramide qui a été construite au premier millénaire après notre ère. Là, la culture maya a commencé essentiellement à peu près au début de l'ère chrétienne pour disparaître. L'Empire maya a disparu à peu près aux alentours du milieu du 13e siècle, un peu avant que les Européens débarquent. En fait, l'Empire a disparu, les Mayas n'ont pas disparu. Il y a évidemment des descendants là, des Mayas encore aujourd'hui. La langue est encore parlée à certains endroits. Mais donc, ça témoigne du génie de ces constructeurs. Je veux dire, on s'entend, c'est un immense monument. Il faut l'orienter de la bonne façon et il faut connaître le ciel. Nos ancêtres étaient d'excellents observateurs du ciel. On pourrait poser la question ici, là, où se trouve l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, puis où se couche le soleil 21 mars. Puis, ce n'est pas de notre faute, on n'en a pas besoin, n'est-ce pas? Mais pour eux, c'était un élément important, non seulement dans leur culture, mais c'est une question de survie pour eux. Et donc, ils avaient comme ça des marqueurs. Ça a été la même chose en Europe. On peut le voir ici. Quand je vous disais que les églises sont des instruments astronomiques, bien, à part le cadran solaire, il y avait aussi un calendrier dans toutes les églises. Alors, là, beaucoup de grandes églises ou de grandes cathédrales avaient, les différentes salles dans la cathédrale, dans l'église, il y avait sur le sol, dans la céramique, cette espèce de ligne ici qui était gravée ou sculptée ou des petits carreaux étaient dessinés. Et dans le mur côté sud, en haut, il y avait une ouverture dans le toit, un tout petit trou. À midi, le soleil étant à son point le plus haut, le rayon de soleil qui traversait ici venait se poser quelque part le long de la ligne.
ici. On peut le voir ici, là-dessus. Et donc, dépendant de la hauteur du Soleil, en fonction de l'année, bien, le rayon lumineux, le petit cercle, se posait à différents endroits le long de cette ligne qui marquait le moment de l'année, à ce moment-là. Et donc, ici, pour aider un peu, on avait fait des dessins avec les différentes constellations. Vous avez le taureau ici, entre autres. Donc, on savait à ce moment-là qu'on était, si le Soleil était là, bien, on était probablement en avril, n'est-ce pas? Ou 6 mois plus tard, donc on a l'autre constellation là, qui correspond. Alors, la trace du Soleil alternait là, sur une période d'une année. Elle faisait un chemin complet ici. Donc, les citoyens, les habitants de la ville ou du village qui n'avaient pas de calendrier allaient à l'église pour connaître quel jour de l'année on est. C'était un truc un peu tordu pour les inciter à venir à l'Église, peut-être. Mais voilà. Alors, le rôle du Soleil est absolument important dans toutes les cultures. Et le fait que le Soleil disparaisse est une catastrophe, évidemment, pour toutes sortes de raisons. Parce qu'initialement, on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors, vous avez ici, ça ici, c'est une petite animation. En fait, c'est un film d'une éclipse de soleil qui s'est produite en juillet 2019 au-dessus d'un observatoire au Chili. Donc, ça a été filmé. Vous voyez, c'est à peu près à ça que vous allez pouvoir assister, n'est-ce pas, s'il fait beau, le 8 avril. Donc, on a les derniers moments là, juste avant la phase de la totalité. On peut voir la couronne du soleil ici tout le tour. Et puis après quelques minutes, évidemment, bien, la Lune poursuit son chemin. Mais pour nos ancêtres, c'est une catastrophe. Non seulement l'astre du jour disparaît parce que c'est la nuit en plein jour, et on se met à voir des étoiles à ce moment-là, mais en plus, on voit quelque chose d'absolument dramatique, cette espèce de ce qu'on appelle la couronne solaire là, que vous avez pu apercevoir, là, ces filaments blanchâtres tout autour du Soleil. Pour nos ancêtres, il se passe quelque chose d'anormal, n'est-ce pas, avec le Soleil. Et comme on ne voit pas l'objet qui vient masquer, bien, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est? Et donc, il y a cette angoisse, est-ce que le Soleil a disparu? Pourquoi a-t-il disparu? Combien de temps va-t-il, pendant combien de temps sera-t-il disparu? Reviendra-t-il? Quand est-ce que ça va se reproduire? Puis, est-ce qu'on a fait quelque chose de pas correct pour que ça arrive, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. Parce que pour nos ancêtres, ils avaient une connexion spirituelle avec le ciel, n'est-ce pas? Pour nos ancêtres, ils sont liés au ciel et leur vie a un sens. C'est le ciel qui donne un sens à leur vie. S'il arrive quelque chose d'étrange dans le ciel, c'est un signe, n'est-ce pas? Alors, tous les objets dans le ciel avaient ce rôle un peu particulier. Il y avait l'aspect très rassurant, les mouvements réguliers, position du soleil, phase de la lune, n'est-ce pas? Puis il y avait tout, et ça, c'était rassurant, il y avait cette régularité, et il y avait tous les phénomènes étranges, mystérieux, inhabituels, une éclipse de lune, de soleil, une comète qui apparaît dans le ciel. Ça, c'était un signe, les dieux nous parlent, et généralement, c'était un mauvais signe, n'est-ce pas? S'il arrivait une comète ou une éclipse de soleil, là, c'est qu'il y a une catastrophe imminente, généralement reliée au roi, à l'empereur, n'est-ce pas? Là, je veux dire, c'était la noblesse qui était affectée par ça. Le reste du peuple, ben, ça ne comptait pas, n'est-ce pas? Mais donc, les éclipses, c'était, règle générale, de très mauvais présages. C'était un moment de grande angoisse et on faisait toutes sortes de choses pour tenter de de régler le problème, de faire en sorte que le soleil revienne. Alors, ça pouvait être faire du bruit pour effrayer la créature qui est en train de manger le soleil. Ça peut être de sacrifier un guerrier pour aller combattre la créature qui est en train de manger le soleil. Ça peut être sérieux des fois, là. Puis imaginez-vous dans une société où vous sacrifiez votre meilleur guerrier pour augmenter vos chances que ça marche. Je ne sais pas, mais c'est contre-productif pour le futur, ça, si vous éliminez votre meilleur guerrier. Mais ça marchait. Alors, généralement, je me demande s'il disait « Ah non, mais je ne vois plus les Pléiades, là. Je ne suis pas si bon que ça, n'est-ce pas? prenez quelqu'un d'autre. » Mais donc, c'était un moment de panique. Avec le temps, on va tenter de comprendre la nature du phénomène. On va tenter de voir s'il n'y a pas quelque chose qui revient. Mais oui, initialement, c'est quelque chose d'inquiétant.
Et donc, on voit des traces dans toutes les civilisations de ce phénomène des éclipses. Alors, l'une des traces les plus anciennes, c'est chez les Babyloniens. Vous avez donc une tablette avec des symboles cunéiformes ici, qui mentionne une éclipse solaire qui correspond dans notre calendrier au 5 mars 1223 avant notre ère. Vous avez ici une série de petits symboles et vous voyez ici, bon, vous avez probablement une date, puis ensuite il y a un symbole pour soleil, un autre pour ciel, un autre pour noir, sombre, obscur, puis quelque chose pour cacher. Donc, on comprend très bien qu'il s'agit d'une éclipse. Le reste du texte ici indique, là, je paraphrase un peu, mais on dit « Le soleil s'est couché, son gardien était Mars ». Donc, il devait y avoir la planète Mars visible dans le ciel juste à côté du soleil, étant donné qu'il faisait noir la nuit. Ils ont examiné les foies de deux, donc ils ont les entrailles de deux d'animaux qui ont été tués. Donc, ils ont examiné les foies, puis donc, il y a un danger, n'est-ce pas, ici. Puis ça, c'était probablement une mauvaise nouvelle à venir pour le roi qui régnait. Alors, donc, il y avait quelque chose d'inquiétant. Mais la bonne nouvelle, si bonne nouvelle il y a là-dedans, c'est que c'est noté, n'est-ce pas? Les Babyloniens sont parmi les premiers à commencer à noter des choses de manière régulière. C'était de bons observateurs du ciel, donc ils vont noter toute une série de phénomènes astronomiques. La position de la planète Vénus ou de Mars, le cycle des saisons et les éclipses. À défaut de comprendre ce qui se passe, au moins c'est noté. C'est un journal de bord, littéralement, que vous avez ici. C'était exactement la même chose en Chine, n'est-ce pas? Les Chinois observaient attentivement le phénomène. C'était important pour la santé et le succès de l'empereur. Donc, vous les voyez, ils sont en train d'observer cette éclipse de soleil. Ce n'est pas une toile là, qui remonte à très, très longtemps. Là, il y a quand même un instrument astronomique. Et déjà, à partir du moment où on observe les éclipses, on va tenter de prédire, prévoir quand il y aura un phénomène de cette nature. Et selon la légende, là, en 2134 avant notre ère, il y a deux astronomes de la cour impériale, les frères I et O, qui malheureusement ont failli à la tâche et qui ont eu la tête tranchée. D'après moi, il y avait beaucoup de têtes qui devaient rouler à cette époque, hein, mais donc c'était un jeu dangereux les astrologues de la cour qui faisaient des prédictions. Je dis astronomes ici, mais c'était surtout des astrologues, n'est-ce pas? À cette époque, il y a aucune différence entre les deux, là. Les astronomes sont des astrologues et la difficulté à prévoir une éclipse, c'était une source de grand stress parmi les astronomes et les astrologues de l'époque ici. Alors, dans leur cas, on attribuait la disparition non pas à une créature mondaine, n'est-ce pas, un animal de la forêt, mais à un dragon céleste ici. Et la seule manière de terminer l'éclipse, c'était de faire du bruit. Donc, on faisait du bruit en faisant des tambours, des casseroles, n'importe quoi pour effrayer la créature céleste. Le mot chinois pour éclipse, c'est chi ou si, ici, et ça signifie manger. Donc, c'est la créature qui mange le soleil et il faut la forcer à régurgiter le soleil, n'est-ce pas? D'où l'idée de faire du bruit. Dans certaines cultures, on tuait un guerrier, n'est-ce pas, qui allait pouvoir trancher la tête du monstre, de telle sorte qu'une fois que le soleil est avalé, en tranchant la tête du monstre, il se trouve à sortir, puis on récupère le soleil. Donc, ça se tenait, leur histoire. C'était vraiment, ça se tenait. Or, en Corée, c'était des chiens qui tentaient de dévorer le soleil. C'était un peu la même histoire, mais sauf que ici, c'est assez curieux que Chine et Corée, qui sont deux pays, deux régions du monde qui sont assez près l'une de l'autre, que l'on ait une créature un peu différente, mais dans ce cas-ci, c'était un chien. Chez les cultures du nord de l'Europe, chez les Vikings, bon, ça, c'est pas le vrai Loki, c'est celui que j'ai tiré de l'univers de Marvel, mais quand même, c'est un semi-méchant, semi-bon là, dans l'univers de Marvel, mais essentiellement, c'est un dieu, n'est-ce pas? Malicieux, maléfique, c'est un enchanteur. Alors, dans la culture des Vikings, Loki, pour se venger d'avoir été enchaîné, fait prisonnier, il avait littéralement fabriqué, créé deux loups géants qui poursuivaient la Lune et le Soleil
dans le ciel. Alors, Skoll et Ati, où on peut voir ici les loups, n'est-ce pas, qui sont deux créatures qui poursuivent la lune et le soleil dans le ciel. Donc, évidemment, la lune et le soleil ne pouvant pas bouger tout seuls, sont tirés par des chevaux, n'est-ce pas? Et les loups les poursuivent, puis de temps en temps, ils les rattrapent, puis ils les mangent. Alors donc, on voit ici encore une fois, c'est la même, une histoire semblable. Chez les Grecs, là aussi, dans ce cas-ci, c'était peut-être pas des créatures, c'était les dieux qui étaient en colère contre les gens. Et donc, chez les Grecs, on croyait que les dieux nous abandonnaient. S'ils étaient en colère, les dieux vont nous abandonner. D'ailleurs, le mot éclipse qui vient du grec veut dire ça, abandon, exactement. C'est l'origine de ce mot que l'on utilise maintenant. Mais donc, les dieux abandonnant la terre, bien évidemment, c'était la fin du monde. C'était une catastrophe. Et il faut dire que ce n'est pas si mauvais comme interprétation. On va tous le vivre, s'il fait beau, mais on va tous le vivre. Le 8 avril. Si, lors de l'éclipse, bien évidemment, le ciel s'obscurcit. Il demeure quand même très, très brillant jusqu'à temps que la dernière petite parcelle de soleil disparaisse lors de la totalité. Et là, pendant les 1, 2, 3 minutes, dans certains cas, ça pouvait aller jusqu'à 7 minutes, la durée d'une phase totale de soleil. Ce qui commence à être assez long, n'est-ce pas? Si j'arrêtais de parler pendant 30 secondes, vous vous diriez, mais qu'est-ce qu'il fait, n'est-ce pas? Alors, imaginez 7 minutes sans soleil. Bien, on voit les étoiles. Donc, c'est la nuit en plein jour. On voit cette structure mystérieuse, la couronne. La température baisse de 4, 5, 6, 7 degrés, dépendant. Donc, c'est une terreur, ça. On va plonger en hiver. Je veux dire, imaginons que ça se passe on est en été, on plonge dans la nuit, non seulement dans la nuit, mais on plonge en hiver, n'est-ce pas? Alors, combien de temps ça va durer? Donc, c'était assez inquiétant, et c'est pour cette raison qu'on va tenter de prédire le cycle des éclipses. Vous avez ici une histoire absolument tragique chez les Inuits, dans laquelle le soleil, c'est une déesse, Malina. La lune, c'est un dieu. Igaluk ou Aningan, ça dépend des peuplades à qui on demande ici. Ils sont frères et sœurs. Et c'est une histoire absolument tragique qui est racontée ici. Dans certains cas, n'est-ce pas, on parle de créatures qui mangent le soleil. Ici, c'est une histoire de viol et d'inceste, n'est-ce pas? Anigan, Malina et Igaluk sont frères et sœurs, vivent dans des dortoirs séparés, et Igaluk trouve que sa sœur est la plus belle de toutes les femmes, et une nuit, il la viole. Pour se venger, elle finit par reconnaître son agresseur, n'est-ce pas? Et pour se venger, elle va se trancher les seins, les donner à son frère en lui disant « Tu les veux, tu les as », et elle s'enfuit. Évidemment, lui est en colère, et donc elle s'enfuit dans la forêt. Elle transporte avec elle une torche qui éclaire son chemin, et son frère se met à sa poursuite pour la rattraper, lui aussi avec une torche. Il trébuche, la torche tombe dans la neige, s'éteint, et tout ce qui reste, c'est un tison. Et donc, elle, c'est la lumière brillante, le soleil, et lui, c'est le tison, la lune. Et une fois de temps en temps, il rattrape sa sœur. Et donc, il y a deux éléments là-dedans. Il y a l'aspect épouvantable et tragique, n'est-ce pas? J'aurais dû faire un avertissement avant de vous raconter l'histoire, comme on le fait maintenant à la télévision. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect tragique de cette histoire qui est très différente de toutes les autres, mais il y a aussi le fait que l'on comprend que c'est la Lune qui a un rôle à jouer avec la disparition du Soleil. Donc, il y a ici une connaissance du phénomène astronomique. Et donc,